Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, organisé, en partenariat avec, la Cité de la RSE et de l'Impact. Pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas la Cité de la RSE, donc, la Cité de la RSE, c'est tout d'abord une fondation, la fondation ECOS, qui vise à faire la promotion de l'entreprise responsable. Ce sont ensuite des lieux pour, des rencontres inspirantes, des conférences, des formations sur, les sujets de l'impact et de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais c'est également depuis, un peu plus d'un an et le contexte Covid, un ensemble d'outils digitaux dédié au développement de la RSE dans les organisations, avec un outil de diagnostic, une interface de gestion de projet, une bibliothèque de contenu, un annuaire de mise en relation avec des experts dont, Suzanne et Louise, font partie et un média dans lequel, s'inscrit, ce webinaire avec une programmation qui se compose de podcasts, interviews, émissions. Et nous l'espérons quand l'actualité sanitaire le permettra, qui se complète également avec des meet-up physiques à la Cité de la RSE et de l'Impact. Le sujet du jour, quel est l'impact de la Covid sur le management? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous accueillons donc Suzanne Hironde et Louise Bosser, à qui je vais maintenant laisser la parole. Bonjour à tous. Nous avons créé avec Louise ce webinaire à partir d'une formation qu'on a élaborée, qui peut être aussi adaptée en conférence. Alors, c'est une formation participative. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est aussi de vous faire participer. Ça nous paraissait intéressant. Donc, vous verrez, il y aura de l'interaction, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce support-là, puis on va vous passer un extrait vidéo, puis on vous donnera un code pour aller participer et répondre à des petites questions. Donc, pour commencer, on va se présenter. Oui, alors donc moi, Louise Bosser, j'ai fait un master en management des ressources humaines et j'ai travaillé plusieurs années en tant que responsable RH au sein du groupe Thales. Et puis passionnée par l'entrepreneuriat, j'ai décidé de transposer mes compétences dans un univers différent, mais finalement où mes compétences que j'avais développées en tant que responsable RH me sont très utiles aujourd'hui dans mon travail. Et j'ai cofondé l'agence de communication audiovisuelle Humber Studio, où nous réalisons des films institutionnels et des documentaires à impact. Merci Louise. Alors, donc moi, je m'appelle Suzanne Hironde. Donc, j'ai un parcours à la base de juriste bilingue, donc en droit français, en droit anglais, où j'ai eu l'occasion de vivre en Angleterre. Et puis, j'ai refait un master en management et je suis arrivée comme ça en cabinet de recrutement pour les cadres, où j'ai évolué dans ce cabinet comme manager. Et puis, pour des questions de valeur, j'en suis partie. Et là, j'ai fait un virage aussi comme Louise, mais dans l'humanitaire, où j'ai travaillé pendant quelques mois au Burkina Faso comme responsable RH et finance. Et à mon retour, j'ai décidé de créer ma place vraiment sur Toulouse, dans mon environnement. Donc, j'ai créé mon entreprise en coaching professionnel, formation et bilan de compétences, donc qui s'appelle Sense. Voilà, un petit peu pour le parcours. En fait, donc pour vous raconter l'anecdote de comment on a créé cette formation ensemble, Louise, on se connaissait parce qu'on avait fait un parcours de formation commun à la création d'entreprise. Et puis, Louise a fait des interviews de personnes pendant le Covid pour savoir un petit peu comment ils se sentaient, leur impression, quelle prise de conscience ils avaient. Et en fait, ce qui ressortait énormément, c'était le sens au travail. Ce qui fait qu'elle m'a appelée en me disant, bon, mais toi, c'est ta question, le sens au travail. Donc, bah, si tu veux, on allie nos forces et on crée un atelier ensemble. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a créé le projet. Dans le webinaire, donc on vous a parlé un petit peu de nous. On va vous parler de l'environnement qui est complexe en ce moment, l'environnement du travail et sociétal, bien sûr, avec la Covid. On va faire un petit focus sur la génération Y. On parlera des enjeux de cette crise. Puis ensuite, on vous diffusera le documentaire et on vous posera quelques questions sur vos impressions. Donc, suite à ce documentaire, voilà un petit peu comment ça va se dérouler. Et je donne du coup la parole à Louise pour nous expliquer un petit peu l'environnement Covid. Effectivement, déjà, il est important de connaître quand même l'environnement avant la crise du Covid, à savoir que les entreprises, elles évoluaient déjà dans des environnements qu'on appelle complexes,
en pleine transformation, à la fois technologique, sociale, économique. Donc, c'est des entreprises qui étaient déjà en train de faire évoluer en profondeur leur modèle économique et donc de ce fait organisationnel, où justement les organisations doivent évoluer en adaptation avec toutes ces mutations. On utilise d'ailleurs le modèle VUCA pour justement donner une grille de lecture à cet environnement complexe. Alors VUCA, V pour la volatilité des challenges, parce qu'ils sont de plus en plus instables. U pour incertain, avec des obstacles qu'on a du mal à anticiper. C pour la complexité, parce qu'on est dans un environnement maintenant où on a des acteurs qui sont multiconnectés. Ça devient vraiment de plus en plus complexe d'interagir. Alors effectivement, d'un côté, ça facilite, mais de l'autre, on a des parties prenantes un peu externes qui viennent de partout et qui quand même complexifient les relations, l'environnement global. Et A pour ambiguïté, donc VUCA A, avec un manque de vision, les entreprises ont de plus en plus de mal à donner de la vision à leurs salariés et avoir eux-mêmes de la vision sur leurs propres activités sur le marché. J'aime bien ce modèle-là. Il a été développé par Stéphane Guéra, qui est un professeur d'économie comportementale et qui avait utilisé donc ce modèle, cette grille de lecture, pour justifier des changements qui opéraient en termes comportementaux sur les champs de bataille. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette grille de lecture-là qui permet de justifier et de comprendre mieux pourquoi l'environnement il est dit complexe, et qui aussi nous permet de comprendre pourquoi les collaborateurs, du coup, sont de plus en plus en recherche de sens, puisque plus l'environnement devient complexe et plus l'humain va chercher le sens de cette complexité, le sens de leurs actions. Et voilà, et vont avoir besoin de se sentir partie prenante de cet environnement et donc de comprendre les fondamentaux de cet environnement. On est déjà sur une population globale, toutes générations confondues, qui était à la recherche de sens. Et le Covid a une fois de plus perturbé cette recherche de sens. Donc avec la crise sanitaire mondiale du Covid qu'on vient de vivre. Donc une perturbation pour nos sociétés, notre économie, dans laquelle les entreprises finalement sont les premières impactées. Donc, on a vécu tout un tas de changements dans une situation d'urgence où on a appelé à la résilience de nos systèmes sanitaires, organisationnels, économiques. On en a appelé aussi à la résilience du coup des collaborateurs en eux-mêmes, qui sont face à une perturbation qui les perturbe complètement, à la fois au niveau professionnel et au niveau privé, donc personnel. On leur demande de s'adapter à des changements inédits. Et les entreprises, elles, en parallèle, essaient du coup de maintenir un niveau d'homéostasie ou d'équilibre collectif, on va dire normal, dans un monde où finalement les normes sont complètement chamboulées. Donc dans ce cadre, le management des ressources humaines devient de plus en plus compliqué. On a du mal à fixer une vision, à fixer des stratégies, à mobiliser les équipes et à appréhender les attentes des salariés. Donc à la fois sur l'engagement des équipes, mais aussi la gestion des émotions, risques psychosociaux, l'adaptation aux conditions de travail, la flexibilité du temps de travail, continuer à développer les compétences, la recherche de sens aussi. Donc on voit bien que ça devient de plus en plus compliqué dans la situation auquel on doit faire face actuellement. Alors donc, comme je le disais, tous les collaborateurs sont en recherche de sens dans ce contexte, mais on a fait un focus sur la génération Y. Alors avant de vous décrire vraiment la génération Y pour qu'on sache de qui on parle et après donc de quoi ça traite, on a sur la présentation actuelle le panel de génération, donc avec les builders de plus de 79-80 ans, les baby boomers, la génération X, donc de 39 à 58 ans. La génération Y, donc c'est entre ceux qui ont 21, donc ceux qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés sur le marché du travail, jusqu'à 38 ans. Et puis après, génération Z, un petit peu plus loin de nous, malheureusement, mais jusqu'à 20 ans. Et puis la génération Alpha qui a moins de 7 ans. Alors juste pour faire une petite aparté sur les générations, en fait, pour faire un peu des zooms et des clichés par rapport à ça, les baby boomers, en fait, ça va être les personnes qui ont vécu pendant les 30 glorieuses. Donc, c'est un contexte de croissance et la promesse, c'est vraiment au niveau du travail. Si tu travailles dur, tu vas gravir les échelons, donc ça donne une certaine légitimité. La génération d'après, ça va être plutôt une génération dite sacrifiée où le chômage arrive.
Ensuite, la génération Y, donc le contexte qu'on connaît, Louise va le décrire. Donc là, il y a vraiment plein de changements qui s'opèrent. Et ensuite, la génération Z, où on est vraiment né avec un écran. Il y a vraiment une sorte de résignation et de frustration sur cette génération. Voilà un petit peu pour on va dire, les grandes tendances ou les clichés sur ces différentes générations. Et Louise va faire un focus sur la génération Y, qui est l'objet du documentaire. Ouais, tout à fait. Ils représenteront 75% des travailleurs en 2025, donc on voit bien qu'à court terme et pas moyen terme, vraiment, ça va être la génération qui sera au cœur de nos organisations dans les entreprises. Alors donc, pourquoi s'y attarder? Parce que c'était déjà en fait une génération qui était très sensible à la recherche de sens et qui était en vraie fracture dans sa vision du travail, dans la culture du travail vis-à-vis des autres générations. Alors le contexte, c'est que c'est des générations qui sont marquées par des évolutions dans leur mode de consommation, dans leur façon de vivre, surtout dans leur rapport au virtuel. Donc on a les réseaux sociaux, la télé-réalité, les jeux vidéo. C'est des générations qui ont vécu aussi les attentats, au final dès 2001, et puis malheureusement plus intensément ces dernières années. Donc ça joue énormément aussi sur leur vision de leur vie au travail, de leur vie en termes personnels. Un partage de connaissances aussi avec un accès à internet qui favorise l'auto-formation. Donc on a un contexte qui est assez et très différent même de la génération juste antérieure. Et donc en termes forcément de management dans les organisations, on a des réactions qui sont différentes, ou en tout cas un mode de management qui doit s'adapter sur certains points à ces caractéristiques, on va dire. Donc c'est une génération au travail qui laisse beaucoup plus place à ses émotions. Ça veut dire aussi qu'ils nécessitent d'avoir un échange avec le management où vraiment ils vont pouvoir se confier, où ils vont pouvoir à la fois le manager, enfin la génération Y sera en attente aussi d'avoir un manager qui communique sur la manière dont il perçoit son équipe, dont il le perçoit lui au travail, etc. Un besoin de sens et de savoir pourquoi. C'est pas seulement juste je sais que je suis en charge de ce poste-là, donc je m'applique au travail. C'est vraiment de dire voilà, mon poste c'est ça, mes actions c'est ça. Mais pourquoi cette action et en quoi elle contribue? Quelle est ma contribution finalement vis-à-vis de cette action-là par rapport aux autres actions dans mon équipe? Et de savoir pourquoi, quel est vraiment l'intérêt. Et tant qu'il n'y a pas cette dimension-là vraiment qui est intégrée pour elle, il y aura une difficulté d'adaptation, une difficulté aussi d'acceptation des actions qu'il a à faire au sein de l'entreprise. Le besoin d'être reconnu en tant qu'individu aussi. Il y a moins aussi cet aspect existence au travers du statut social, mais plus en tant qu'individu qui porte un projet, qui porte une action, etc. Et puis aussi, du coup, une génération un peu comme on l'a dit, hein, mais qui a accès donc au partage de connaissances et qui a, on va dire, un peu le réflexe finalement de s'auto-former aussi, de ne pas forcément attendre que l'entreprise lui propose des formations. Quand ils veulent monter en compétence sur un sujet, ils sont assez finalement acteurs de leur parcours professionnel et ça, c'est assez intéressant. Donc en caractéristique, au final, au vu de ce contexte et ces réactions-là, on est quand même sur une génération qui est autodidacte et entrepreneur. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de la génération Y qui aujourd'hui osent, entre guillemets, ou en tout cas qui entreprennent énormément de projets business. On a aussi une génération qui fait de l'art son travail, qui n'hésite pas non plus à, voilà, s'ils sont artistes, à aller vers ce genre aussi de métier. Des métiers aussi, donc slasher. Donc slasher, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est des personnes qui cumulent plusieurs métiers. On a par exemple des personnes qui souhaitent être on va dire par exemple, je dis n'importe quoi, en temps partiel et le matin avoir un certain travail et puis l'après-midi vaquer à une occupation, une autre occupation, une autre nature de travail. Et donc cumuler différents emplois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique et qu'on n'avait pas du tout vu dans les autres générations, ou en tout cas très peu. Et puis donc beaucoup de freelance et de start-upers comme je disais. Alors, pour vous faire un petit focus sur le sens au travail, on entend beaucoup la question du sens, hein, vraiment, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Alors, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire le sens? C'est vraiment, l'alignement avec ses valeurs, avec ses propres valeurs, que l'entreprise ait les mêmes valeurs que soi.
Et c'est aussi, bien sûr, à se sentir utile. Savoir, dans la grande chaîne, du monde ou de l'entreprise, quelle est notre place et à quoi on sert, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que ça représente le sens au travail. Pour vous l'illustrer, je voulais vous raconter une petite comptine. Alors je fais un clin d'œil à ceux qui auraient vu, qui l'auraient vu aussi dans une série que j'ai vue récemment. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager cette comptine, en guise de métaphore. Donc c'est un promeneur qui passe, le long d'une carrière. Et puis, il voit donc une personne très essoufflée, qui a l'air de souffrir, et elle lui demande: «Mais qu'est-ce que vous faites?» Et donc, la personne, elle lui dit: «Je casse des cailloux, c'est le seul travail que j'ai trouvé, c'est vraiment pénible». Bon, très bien. Le promeneur continue, et puis il croise une deuxième personne qui a l'air, bon, plutôt, ni gai, ni triste, bon, assez satisfait, et il lui demande: «Alors qu'est-ce que vous faites?» La personne lui répond: «Bah, écoutez, c'est pénible, mais je construis des murs parce que ça me permet de nourrir ma famille». OK, très bien, et le promeneur continue. Il marche encore et il croise une troisième personne là qui a l'air très heureux, qui fait le même travail, que les 2 premiers. Et il lui demande: «Alors, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous avez l'air, si joyeux». Et la troisième personne lui répond: «Je construis une cathédrale». Donc voilà, c'est une petite, comptine qui, illustre, le sens, au travail, et donc c'est intéressant de se demander, quel des travailleurs on a envie d'être, voilà, dans notre parcours. Alors par rapport aux enjeux, du management, heu, dans le contexte, Covid, donc pour le salarié, ce qui se passe, ça va être, les gros chamboulements vont être l'expression des émotions, puisqu'on sait que là, on va dire que ça comprime tout environnement stressant, on va dire, fait ressortir, exacerbe, certaines choses. Donc voilà, la place des émotions, l'équilibre vie pro, vie perso, puisque bien sûr en télétravail, on sait, certains ont dû le vivre, de garder ses enfants, en même temps de télétravailler, ce qui paraît, bon, un petit peu impossible. Mais voilà, donc cette limite, vie pro, vie perso, est vraiment, poreuse, d'autant plus en ce moment. Donc il y a des nouvelles formes d'organisation forcément, avec le travail et tous ces chamboulements, des nouveaux besoins dont on va parler, également avec la diffusion du documentaire. Un retour vers l'essentiel, vers la famille, vers les valeurs. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup, de reconversions, beaucoup de personnes qui font des bilans de compétences, et bien sûr, une autre problématique qui se pose par rapport aux salariés, c'est l'isolement. Puisque bien sûr, il se peut que certaines personnes soient complètement en télétravail et qu'elles ne voient pas leurs équipes, donc elles peuvent être un peu seules si la famille n'est pas autour, et il y a des personnes qui peuvent vraiment se sentir isolées. Donc pour l'entreprise, les conséquences que ça a, donc c'est bien sûr de gérer les risques psychosociaux, également au niveau économique, de rester performant alors qu'on subit la crise. C'est aussi être agile, puisque bien sûr, si on faisait de l'événementiel hier, il se peut qu'il y ait eu, d'autres initiatives qui se soient, créées, avec le digital ou autre, voilà, où il y a plein de secteurs d'activité qui ont muté, pour, faire survivre leur entreprise. Ça impacte aussi la gestion des compétences avec le digital, et bien sûr, il y a toujours les enjeux pour l'entreprise de fidéliser et recruter, avec ces changements, qui sont contextuels aujourd'hui au Covid, mais qui vont être généralisés, après ça, en fait. Ça aura un effet, vraiment de changement. C'est un accélérateur de changement, disons, cette, période de Covid. Et pour le manager, bien sûr, lui, les questions qui vont être soulevées pour lui, ça va être de gérer les crises et le conflit, de s'adapter au changement, lui aussi de gérer ses émotions, de les partager, de s'adapter, d'organiser le travail, et bien sûr de travailler sur la cohésion des équipes, et de garder les personnes motivées. On sait combien c'est difficile, notamment dans la restauration, par exemple, où les personnes étaient, inactives, et après, voilà, il faut repartir et repartir fort, donc ça fait des grosses charges de travail. Voilà, donc ce sont les enjeux, en ce moment qui sont forts. Donc on va vous passer un petit documentaire. Documentaire, dans notre conférence que l'on propose, il est dans l'intégralité. Là, on vous a pris juste un échantillon d'environ, 6-7 minutes, il me semble. Donc juste pour information, donc c'est un panel de la génération Y qui a été interviewé, dont Charlotte qui fait partie des spectateurs du webinaire. C'est des personnes qui donc, sont venues témoigner sur la base du volontariat.
et qui n'ont pas su en amont les questions qui leur étaient posées. A priori, en fait, ils pensaient venir raconter le confinement de l'année dernière qui s'était passé, ce qu'ils avaient fait pendant ce confinement, comment ils se sentaient. Et en fait, les questions étaient beaucoup plus profondes, à savoir effectivement le sens au travail et leur perception d'une vision idéale de la société, du monde du travail, etc. Je pense que notre génération a plus un rôle auprès des anciennes générations. Nos parents, typiquement, n'ont pas encore trop conscience des enjeux écologiques et des nouveaux modes de vie et de fonctionnement. Je pense qu'il y a pas mal de pessimisme vis-à-vis de notre génération, notamment des générations antérieures qui ont souci d'incompréhension. C'est souvent ça le gap entre les générations, c'est qu'elles se comprennent pas trop. Je pense pas qu'on puisse, une fois qu'on sait, pour moi, il y a un vrai enjeu de sensibilisation et de mise à niveau, je dirais, des connaissances sur les enjeux qu'on est en train auxquels on s'affronte maintenant en tant que société et donc en tant que génération, pour nous aussi. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que les gens aient conscience de ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vont traverser pour modifier leurs habitudes. Parce que je ne suis pas persuadée que dire ça c'est la bonne façon de faire et ça c'est la mauvaise façon de faire, aujourd'hui ça nous est permis de faire évoluer beaucoup de choses dans le bon sens. Je pense que tant qu'on n'a pas une compréhension profonde des enjeux qu'on affronte, c'est difficile de faire évoluer vraiment nos comportements de façon alignée. Je pense que c'est plus facile d'agir quand on est aligné avec ses convictions que de le faire parce qu'on nous l'a imposé ou parce qu'on nous a dit que c'était bien ou mieux. On va le vivre de notre vécu. Et donc, je pense que c'est très difficile pour une génération qui n'a pas de perception du temps long de se projeter au quotidien sur qu'est-ce qu'on a envie de faire et finalement, est-ce que c'est pas ça qui devrait être privilégié au détriment des obligations qu'on nous a toujours un peu imposées, quoi. Ça, c'est plus dans notre culture de jeunes, parce qu'on n'a pas eu de faits très marquants et difficiles comme il y a pu avoir avant. Si tu regardes nos parents, nos grands-parents, leur but c'était de se marier plus vite, faire une famille, avoir un travail stable et passer 40 ans dans la même boîte. Nous, on n'a plus rien à foutre d'avoir un travail stable parce qu'on a eu une stabilité qui était tout en nickel que nos parents nous ont apporté. Donc pour nous, c'est normal d'être stable. Si jamais je sais pas comment exprimer ça, mais on n'a plus les mêmes désirs que ce qui existait avant, quoi. En sortie de guerre ou pendant un baby boom et tout ça. Nous, on réfléchit plus. Enfin, regarde, le mariage, ils sont de plus en plus tard. Des mariages, t'en as 3-4. Avant, ça n'était pas la même chose. Donc, la société évolue et je pense que notre génération est en train de faire énormément bouger les choses. Nos parents, quand ils sont sortis de leurs études, vraiment, l'objectif, c'était d'avoir un métier qui rapporte. Et souvent, ils restaient pendant 50 ans, enfin, toute leur carrière, enfin, du coup, 40 ans, dans la même boîte. Parce qu'ils avaient une situation stable, ils avaient des revenus, etc. Alors, ça leur plaisait pas. Le but, c'était vraiment de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Moi, j'ai l'impression, autour de moi, en tout cas, j'ai des potes, sont sortis d'école d'ingé, ils ont commencé un taf. En fait, ça leur plaît pas du tout. Là, ils ont arrêté et puis ils disent, voilà, je vais chercher autre chose. J'ai fait 5 ans d'école d'ingé dans un domaine, mais en fait, ça me plaît pas. Et ils sont en train de faire complètement autre chose. Et vraiment, et en fait, ils s'en fichent de... Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me... Enfin, non, ils sont vraiment dans le fait, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, plus que est-ce que ça me rapporte de l'argent, une sécurité financière, etc. Le but, c'est vraiment de s'épanouir soi-même. Donc, j'ai l'impression que ça change. Après, c'est peut-être juste des cas à part et que c'est peut-être pas généralisé, mais voilà, moi, je me suis toujours dit que dans mon métier, vraiment, le jour où j'aurais plus le sourire pour aller au travail le matin, c'est le moment de commencer à chercher ailleurs, quoi. Enfin, il faut pas se rester empêtré juste parce que ça nous rapporte de l'argent. Il se trouve que je viens d'avoir 30 ans et ça me permet de voir... J'ai pris quasiment 10 ans de vie active aujourd'hui et je me suis posé la question à savoir, est-ce que vraiment réussir sa vie, c'est cocher certaines cases que nous disent la société, à savoir avoir un CDI, être propriétaire, avoir une stabilité, des petites récompenses que la société nous donne aujourd'hui, avoir une voiture, je sais pas, avoir des tickets restaurants, des petits bonus comme ça qu'on gagne, comme dans un jeu. J'en ai pas mal de ces petits bonus aujourd'hui et pourtant je me demande si c'est vraiment un objectif en soi. Et
Personnellement, je sens que ça fait déjà plusieurs années où je suis plus stimulé parce que j'ai déjà atteint ces petites cases-là dans ma vie et qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas une fin en soi et qu'il y a peut-être autre chose. Notre génération, on est prêt à évoluer, je pense, oui. Parce que ça fait encore trop peu de temps qu'on est dans ce mode de fonctionnement, mode de travail. On n'est pas encore trop engagé dans une routine, en fait. Moi, pour ma part, je n'ai pas encore d'enfant. On est encore locataire dans notre appartement. On peut très bien changer nos modes de vie, réduire nos coûts et donc réduire nos besoins et donc, en fait, fonctionner complètement différemment vis-à-vis du travail. Pourquoi gagner 3 000 euros si derrière c'est pour dépenser 2 000 et quelques dans son mode de vie en fait qui est imposé par la voiture pour aller au travail, l'appartement, etc. Donc au final, nous, je pense qu'on est pile poil justement au moment de rupture et on peut encore modifier ce mode de travail et de fonctionnement et de vie. Ouais. On va dire qu'on va se retrouver à notre métro, boulot, dodo, ça fait pas rêver et ça donne pas envie d'une vie comme ça pour nous et le futur en fait. Et du coup, c'est maintenant trouver des solutions pour que ça nous permette d'évoluer nos vies tous les jours et d'évoluer la communauté et de ne pas être tout le temps en voiture, de travailler à distance ou de s'implanter dans des petits villages au lieu d'aller dans les grandes villes et permettre de faire revivre les petits endroits perdus de France qui sont très bien et partout dans le monde, quoi, les petits endroits qui étaient oubliés. Je suis pas d'accord avec l'idée du bonheur qu'on voit aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, on nous dit que pour être heureux, il faut, en gros, c'est mange, consomme, produit, tais-toi. En gros, ouais, on a l'impression que pour être heureux, je me rends compte des fois quand je parle, alors surtout avec des personnes plus âgées, mais que des fois les conversations tournent autour du travail, t'as l'impression que c'est une compétition, celui qui bosse le plus, qui bosse le mieux. Enfin, j'aspire pas du tout, je sais pas, à gérer des gens, à quoi que ce soit. Enfin, je m'en fous, j'ai juste envie de. Après, le bonheur, c'est propre à chacun, mais moi, mon bonheur, ce serait ouais, de plus dépendre de tout ça, en fait, mais plus me prendre la tête avec le travail. Je pense que si on réfléchit quand on vient à l'origine de l'homme, quoi, on n'est pas né pour bosser toute sa vie pour quelqu'un ou autre et penser qu'à ça, quoi. On est né, enfin, c'est con, c'est complètement, c'est pas con, mais c'est complètement utopiste. Moi, je veux dire, si tu réfléchis à la base, on est des humains, t'es arrivé, t'es sur une planète, il y a des millions de trucs extraordinaires autour de nous, t'es pas né pour être enfermé toute ta vie au même endroit et faire la même chose pour quelqu'un et dépendre de ça, sans quoi sinon tu te retrouves à la rue. Donc non, je suis pas d'accord avec l'idée du bonheur qu'on nous vend, mais bon, après le bonheur c'est propre, l'idée du bonheur c'est propre à chacun. Et peut-être que le confinement a permis à certaines personnes, aura permis à certaines personnes de se rendre compte que en fait la vie c'est pas ça, quoi. Pouvoir dire non à mon patron, et pour ça, quand on était dans ma position, je peux pas lui dire non, ça aurait été d'être mon propre patron. C'est ce qui m'a fait un petit peu réfléchir et j'essaie de me poser quelques questions intéressantes pour évoluer dans ce sens-là, à terme. Si jamais un jour il y a des choses comme ça qui se produisent, en fait ça permet d'avoir un cadre de vie qui est beaucoup plus souple. Et on est plusieurs à pouvoir discuter de ça un peu, mais se rendre compte que le travail à temps partiel, travailler que quelques jours par semaine, prendre du temps pour soi et tout ça, pas que 2 jours par semaine, il y en a beaucoup qui pensent il faudrait que ce soit plus vrai. En France, ça n'existe pas trop parce qu'on est dans l'optique de faire un maximum d'heures pour être un salarié idéal et monter dans les rangs de la société ou de l'entreprise. Tout le monde réfléchit comme ça. Moi, je suis dans une grosse entreprise, c'est le maximum d'heures que tu fasses, tu vas être de mieux en mieux vu, et s'il y a une opportunité, vu que tu es le mieux vu, c'est eux qui vont te placer sur ce poste-là. Et c'est comme ça que tu grandis dans ces entreprises-là. Bon, j'ai un call tous les matins à 9h, donc j'y réponds depuis mon lit, après je traîne au lit jusqu'à 9h30, je prends mon temps, rien que pour ça. Non, puis après, voilà, tu n'es pas obligé de faire tes horaires, surtout que là, on a un petit peu moins de boulot. Donc, tant que le boulot était fait, tu t'arrangeais un petit peu comme tu voulais, même si c'était en dehors des horaires. Tant que le boulot était fait, il n'y avait pas de souci, quoi. Et donc, ouais, c'était agréable d'avoir le sentiment d'avoir un petit peu plus de temps pour soi. Et même si le taf leur plaît, des fois, de faire 45 minutes pour faire 10 bornes parce qu'il y a des bouchons dans Toulouse, et le fait de bosser chez eux, ça pourrait être une alternative qui, pour moi, pourrait être plus qu'envisagée à l'avenir et pour permettre aux gens de moins se déplacer, moins polluer en voiture, ou même de pouvoir avoir
un sentiment un peu de liberté compte tenu de la pression que le travail exerce sur les gens aujourd'hui, et d'autant plus avec la reprise. Moi, je suis le premier en période, on va dire, classique, en tout cas avant confinement, à me faire happer par la machine. Et parce que j'aime ça, j'aime mon travail et j'aime continuer comme ça, mais on se sent vite, en fait, emmené par la machine plus qu'on la dirige. Et donc, du coup, on se retrouve à devoir continuer. Et là, cette pause forcée remet tout à plat et on se dit ah ok, finalement peut-être que je peux vivre un petit peu différemment, peut-être que je peux prendre le temps de faire mon pain comme certains l'ont fait ou autre, et se dire ça peut être intéressant aussi, c'est d'autres passe-temps mais qui peuvent être cool et qui peuvent ouvrir en fait un autre mode de vie. Et en fait, on pensait qu'on pouvait jamais arrêter la machine et qu'on allait devoir toujours continuer comme ça et que c'était pas possible en fait d'arrêter cette machine. C'est aussi beaucoup ce qu'on nous dit dans l'économie. Mais de toute façon, c'est comme ça, il y a une espèce d'inertie du système et de la société. Et aujourd'hui, ce que ça nous a montré, c'est qu'en fait, si, c'est possible d'arrêter. Et quand on arrête, qu'est-ce qu'on est amené à faire de façon instinctive, à passer du temps avec notre famille, à appeler nos proches pour savoir si tout le monde va bien, à repartir sur des choses très classiques, mais je pense qu'il y a 70% des Français qui ont fait un potager pendant ce confinement, alors que ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir nécessairement le temps de faire ou l'envie de faire dans notre vie de tous les jours. Et donc, je pense que se recentrer un peu sur les fondamentaux et non pas sur ceux qu'on nous crée dans un espèce d'imaginaire d'une société idéale telle qu'elle devrait marcher et tout ça. Donc, je pense que ce que ça aura montré, et là où il faut se concentrer aujourd'hui, c'est que finalement, on n'est pas obligé de subir tout ce qu'on nous impose en permanence et qu'à un moment, on peut juste arrêter et dire stop et choisir quelle voie on a envie d'emprunter. Donc voilà, je pense que c'est se concentrer sur les fondamentaux. Voilà pour l'extrait. On espère que ça vous a plu. Alors maintenant, on va vous mettre des petites questions participatives. Alors, on va commencer pour la première question. Donc, décrivez en 3 mots votre ressenti par rapport au film. Voilà, l'idée, c'est juste vraiment, après à chaud, après avoir vu tous ces témoignages, si vous deviez décrire en 3 mots la manière dont vous vous sentez vis-à-vis de ce que vous avez entendu. C'est intéressant de voir vos réactions. Alors, on peut lire espoir, société, conscience, actualité, bouleversant, recherche de sens, questionnement, spontané, dans le même bateau, ou alors décalage. Donc, il y a vraiment décalage et même bateau. Donc, ça sera intéressant qu'on en discute peut-être à la fin. Avenir, joie, toucher, bonheur, conscience, utopie, raison d'être. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu tous les enfin, voilà, déjà, on voit un peu des choses qui se dégagent, mais qui peuvent même être peut-être opposées. Donc c'est aussi là la richesse de ce documentaire pour nous. C'est de réveiller des choses et d'en parler. Alors, pour la deuxième question, quels sont les besoins qui ressortent du film vis-à-vis du management? Alors, donc vous avez noté au niveau des besoins qui ressortent du film par rapport au management, trouver sa place, la liberté d'action, le besoin de sens, le respect de la vie privée, l'écoute, bien sûr, qui est centrale dans le management, avoir plus de temps à soi. C'est noté aussi ailleurs la flexibilité, donc qui va ensemble. Il y a des notions aussi d'évolution des consciences et du management, d'intelligence collective, donner du sens, bien sûr de changement, casser la routine, conduite du changement. Et voilà, et on revient pas mal de fois à la communication et à l'écoute. La question suivante. Quel rapprochement faites-vous avec votre entreprise ou votre entourage? D'après ce que vous avez vu, voilà, qu'est-ce qui vous parle par rapport à vous, votre situation, votre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle? Donc, ce que vous avez noté par rapport à quelque chose qui vous parlerait dans votre vie, ça serait donc un sujet global de société. Ce que vous avez noté aussi, c'est travailler pour vivre et non plus vivre pour travailler. Plus de contact, le changement qui est déjà amorcé, même si on est d'une autre génération. Effectivement, c'est là où aussi on voudra en venir. La perte de sens,
de mes volontaires lorsque tout est passé en distanciel, ne plus faire équipe et perdre la motivation de leur mission. Je vois bien ce décalage entre les générations dans mon entreprise et la difficulté du management à s'adapter. Ils n'ont pas les clés, ils ont du mal à écouter. La quête de sens et l'équilibre vie pro, vie perso, mon questionnement, mais également dans mon entourage. Donc on voit effectivement que, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément au travail, hein, ce qui a été dit dans le documentaire. Néanmoins, on a tous déjà entendu ça et c'est quand même une réalité, notamment, dans l'écologie, par exemple, on voit maintenant que, toutes les pubs, même le produit vaisselle devient vert, hein. Donc on voit bien que c'est des choses qui ont vraiment enclenché un changement, enfin voilà, il y a vraiment des choses qui ont bougé fortement. Et la dernière question, donc quelles actions pourriez-vous mettre en place en tant que RH, manager, parent, pour répondre à ces besoins? Donc soit parce que vous le voyez, dans votre entreprise ou, parce que vous imagineriez, mettre ça en place si vous étiez, manager, par exemple ou voilà. Qu'est-ce que vous pourriez proposer si vous avez des idées? Si vous aviez un joker d'une action, à mettre en place, laquelle, est-ce que ce serait? Ah là, c'est une question un peu plus complexe. Mais même dans l'action la plus utopique, hein, là, on est vraiment sans barrière, sans limite, de la même façon dont la génération Y a répondu, voilà, dans un monde un peu idéal. Si on avait une baguette magique. Donc certains d'entre vous ont commencé à répondre. Donc pour les réponses, donc passer à l'entreprise libérée, des ateliers d'échange collectif sur des sujets comme celui d'aujourd'hui et plein d'autres en lien, des temps de parole, des activités axées sur les émotions et la diminution du temps de travail. En tant que parent, montrer l'exemple, arrêter le métro boulot dodo et remettre les vraies priorités au premier plan. Mettre en place des espaces de parole, des moments suspendus pour récolter les besoins et répondre de manière personnelle et collective. Donner la place à du loisir et du partage. Mettre en place des temps d'échange informels, créer du lien, de la connaissance de l'autre, de la communication, de la confiance afin de créer du faire ensemble. Oui. Et enfin, aller à l'écoute du besoin des Y dans les entreprises et proposer des actions concrètes pour qu'ils se plaisent, car ils ont beaucoup à apporter. Exactement, mais on le voit, hein, l'écoute du besoin et la place à l'échange, à la parole, que ce soit, dans le manager et ses problématiques, qu'il puisse échanger avec, ses pairs en tant que manager, pour évoluer, adapter leur mode de management, aussi dans les générations, entre les générations et le management. Enfin, c'est une écoute de besoin qui, en entreprise, se perd de plus en plus. Alors encore plus parce que maintenant on est à distance, il y a quand même un vrai sujet où juste on va aller écouter les besoins pour ensuite avoir des solutions adaptées. Et c'est très souvent ce que l'on voit. Moi, quand j'étais RH dans mon groupe, dans mon entreprise, on faisait des actions, mais on n'écoutait pas le besoin. Donc, les actions, elles étaient géniales, mais elles n'étaient pas percutantes parce qu'elles n'étaient pas ciblées en fonction de la problématique de l'équipe. Et à chaque équipe, c'est problématique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui revient et qui est, je trouve, essentiel. Oui, tout à fait. Et juste pour la dernière personne qui a participé, donc changer le mode d'évaluation, se recentrer sur les envies et les besoins des employés plutôt que sur les résultats. Voilà, donc on a parlé des questions, des constats. Donc en fait, là où on voulait en venir en conclusion, on a parlé de la génération Y parce que c'est cette génération-là qui a enclenché, en fait, qui a été en majorité à l'origine de ce changement. Mais en fait, ce qui s'est passé pour nous, on l'analyse comme ça, c'est qu'avec la Covid, ça a fait tellement un coup d'accélérateur que c'est des besoins qui ressortent pour tout le monde. Donc c'est pour ça que tout le monde finalement peut se retrouver dans toutes les générations dans ces besoins. C'est parce qu'il y a vraiment eu, avec le Covid, voilà, le changement a été accéléré. Sur les besoins, donc on en a parlé, gestion des émotions, flexibilité, cohésion, intelligence collective, le sens, l'environnement, un management basé sur la confiance, l'autonomie, l'écoute et participer. En fait, qu'on s'aperçoit que cette génération a envie vraiment de proposer, de participer. Voilà, donc un peu pour les besoins et des besoins qui, comme on le disait, se généralisent à tout le monde. Comme on vous le disait, donc c'est vraiment un échantillon très bref sur le sujet qui est un sujet fondamental et pour lequel on pourrait échanger pendant très très longtemps. On est très peu et au final, rien qu'avec les réponses, je trouve que le contenu est super riche. Donc on a travaillé en fait à l'origine sur
2 formats sur ce sujet. On a monté une formation sur 1 jour et demi où vraiment donc on utilise l'intégralité de la projection documentaire et après on a construit un atelier dédié aux besoins de la génération des générations au travail où l'idée c'est vraiment que les managers puissent ressortir avec des solutions concrètes où il y a un vrai temps d'échange avec les managers, on travaille avec eux sur des solutions qui peuvent, une fois qu'ils ont terminé la formation, ils ont vraiment des idées d'actions concrètes qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leurs équipes. Et on a également aussi développé des conférences où on diffuse l'intégralité du documentaire et puis ensuite on anime une discussion avec les spectateurs sur ces sujets-là, un peu comme vous, mais plus profondément. Voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur ce lien qu'on vous donnera, workshop.humberstudio, où vous trouverez les infos sur la conférence atelier. Rapidement, on a d'autres services qui peuvent être utiles en temps de crise. Donc, du côté de Louise. Oui, nous, on fait donc des films d'entreprise puisqu'on est une agence de communication audiovisuelle où on accompagne aussi énormément sur la partie conseil et stratégie. Donc, pour appuyer la communication des projets des entreprises, continuer aux entreprises de communiquer vis-à-vis des acteurs de la société, de transmettre ses valeurs et voilà, de garder un lien aussi, de mettre en avant les métiers. La vidéo, c'est quand même un levier majeur de communication et dans ces temps de crise, c'est quelque chose qui peut être très utile. Et pour ma part, donc effectivement, le coaching pour les managers peut être intéressant ou pour un individuel, effectivement, pour les personnes qui se posent des questions sur des reconversions, par exemple, ou encore, bien sûr, en entreprise, des actions d'équipe, comme le co-développement. Voilà, donc vous avez nos coordonnées juste ici. Et puis, on reste à votre écoute sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions. Alors, justement, on va prendre un petit peu vos questions. N'hésitez pas en termes de questions. Dans 5 minutes, ça peut être un peu tout n'importe quoi, la manière dont on a témoigné avec la génération Y. Alors, une question de Claire. Est-ce que vous pouvez illustrer par une action concrète qui se réalise en entreprise ? Je pense à Suzanne, je pense à ton action sur les réunions, un truc de la vie quotidienne. Oui. Alors, en fait, il y a pas mal de choses, justement, qu'on donne en fait, dans la formation aussi à la fin. On explique, les personnes, comme on l'a dit, trouvent leurs solutions. Mais il peut y avoir des actions concrètes à faire sur la manière dont on fait les réunions, ne serait-ce que ça, parce qu'on sait que des réunions, il y en a forcément, surtout dans les grosses entreprises. Et donc, ça va être d'aller sur du participatif. Donc, on peut faire des réunions beaucoup plus fun où chacun va s'exprimer. Après, ça peut être des actions concrètes assez simples. C'est comme de mettre en place un moment où on va pouvoir justement donner la parole à tout le monde et créer ensemble sur une problématique qui se pose sur l'équipe et faire en sorte que chacun puisse exprimer son point de vue. Ça peut être aussi le manager qui va essayer d'adapter son management en faisant des points réguliers et en étant à l'écoute. Et après, en fait, cette question est très vaste parce que ça dépend sur quel besoin on se focus. Parce que les leviers, ça va être par exemple, si on veut intéresser sur l'écologie, on peut lancer un projet écologique dans l'entreprise. Il y a des milliers de choses à faire selon le point particulier qu'on prend des besoins exprimés, en fait. Julie dit bravo mesdames, merci, le sujet est passionnant, il aurait pu nous tenir 5 heures, ça c'est clair. Ouais, c'est vrai. Avec plaisir. Nous, on a énormément travaillé sur cette formation et sur la conférence, à la fois le projet documentaire, puis tout l'atelier qu'on a mis en place après. C'était énormément de travail, mais en fait, c'est tellement riche et c'est tellement actuel et c'est tellement utile aussi que on s'est vraiment régalé sur le sujet en tout cas. Bon, mais merci beaucoup de vos retours, ça fait chaud au cœur. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir participé. Et de nous avoir écoutés.